Il n'a pas dit un mot avant de monter dans son cockpit. Pas de discours, pas de regard vers les tribunes. Juste ce silence particulier des pilotes qui savent exactement ce qu'ils vont faire et ce que ça coûte si ça ne fonctionne pas. Parce que ce jour-là, au Royal International Air Tattoo de Fairford, le pilote du Rafale n'était pas venu participer à un meeting aérien. Il était venu changer ce que des milliers de gens pensaient savoir sur l'aviation française. Et ce que tu vas découvrir dans les prochaines minutes, c'est que la vraie bataille de cette journée ne s'est pas jouée dans le ciel au-dessus de la campagne britannique. Elle s'est jouée bien avant, dans la tête d'un homme conscient qu'une seule erreur de dosage, une seule figure trop timide et des années d'efforts collectifs partiraient en fumée sous les yeux d'une foule déjà convaincue de ce qu'elle allait voir. Reste jusqu'à la fin, parce que ce moment dit quelque chose de profond sur ce qui se passe dans un être humain quand il porte sur ses épaules la réputation de tout un programme aéronautique. Le RIAT, Royal International Air Tattoo, ce n'est pas un simple meeting aérien, c'est quelque chose qui ressemble davantage à un tribunal. Chaque année à Fairford, des dizaines de milliers de passionnés, de journalistes spécialisés, de militaires et de décideurs du monde entier se retrouvent pour voir ce que les meilleures forces aériennes du monde ont dans le ventre. L'atmosphère y est particulière. Il y a une hiérarchie implicite dans l'ordre des applaudissements. Les Typhoons britanniques jouent à domicile, et ça se sent. Leur rugissement dans le ciel de leur pays porte quelque chose que la technique seule n'explique pas. C'est territorial, presque instinctif. Et puis il y a les autres. Les visiteurs, les invités, les avions venus d'ailleurs qu'on regarde avec bienveillance mais sans attente particulière. Le Rafale français appartient depuis longtemps à cette deuxième catégorie dans l'imaginaire du public anglophone. Connu? Oui. Respecté par les experts? Certainement. Mais pas attendu comme un électrochoc, pas comme une révélation. C'est exactement ce piège-là que le pilote devait déjouer. Et c'est là que tout devient psychologiquement intéressant. Il y a un mécanisme mental que les psychologues appellent la prophétie autoréalisatrice. Quand une foule arrive avec une attente précise, ici, la domination des avions britanniques, elle filtre inconsciemment ce qu'elle voit pour confirmer cette attente. Regardez un Rafale pour la première fois avec l'idée que c'est l'avion français, celui qui est bien mais pas exceptionnel, c'est presque s'assurer de ne rien remarquer d'exceptionnel. Le pilote le savait, et il savait que la seule façon de briser ce filtre, c'était de ne pas laisser à la foule le temps de l'activer. D'où ce premier passage, mesuré, presque délibérément lent. Ce choix contre-intuitif mérite qu'on s'y arrête. Quand tu veux impressionner, l'instinct dit « frappe fort, frappe vite, montre ta puissance dès la première seconde ». C'est ce que font la plupart des démonstrations aériennes. Le bruit, la traînée de fumée, la vitesse qui coupe le souffle, tout ça dans les 30 premières secondes pour ancrer l'attention. Mais ce pilote a fait l'inverse. Il est entré calmement, presque discrètement, laissant la foule reprendre ses conversations, ses photos, ses commentaires habituels. Pourquoi? Parce qu'il construisait un contraste. Et le contraste, en psychologie de la perception, c'est ce qui crée la surprise. Pas la puissance brute, la différence entre ce qu'on attendait et ce qui arrive. Quand le Rafale a cabré, c'est arrivé sans prévenir. L'avion qui semblait presque banal une seconde plus tôt a basculé dans une montée quasi verticale avec une vélocité qui ne coïncidait pas du tout avec son comportement des minutes précédentes. Et là, quelque chose s'est cassé dans l'attention du public. Les conversations se sont tues, les téléphones se sont levés. Ce n'était pas du bruit qui avait capturé l'attention, c'était la dissonance. Ce décalage entre l'attente et la réalité qui force le cerveau à se mettre en alerte. Attends, qu'est-ce qui vient de se passer? C'est à ce moment-là que le pilote a commencé à vraiment travailler. Ce qui a suivi n'était pas une succession de figures choisies pour leur spectacle visuel. C'était une démonstration architecturée autour d'une idée centrale, montrer que le Rafale ne lutte pas contre ses limites, il les redéfinit. Les virages serrés enchaînés, sans perte d'assiette visible, les changements d'axe qui semblaient contredire les lois de l'aérodynamique, tout ça racontait quelque chose de précis sur la philosophie de conception de cet avion. Le système de commande de vol électrique, fly-by-wire, les surfaces canards qui augmentent la portance à basse vitesse, la poussée vectorielle relative des réacteurs M88, chaque figure était en réalité une démonstration pédagogique déguisée en spectacle. Mais ce que le grand public retenait, lui, c'était quelque chose de plus simple et de plus fort. Cet avion semblait vivant. Et puis est arrivé le moment dont tout le monde allait parler, la réduction de vitesse. Le Rafale a ralenti, vraiment ralenti, à une vitesse qui aurait décroché n'importe quel autre chasseur de sa génération. Et il est resté là, suspendu, stable, comme si les lois de la physique avaient accepté une exception temporaire. Dans les tribunes, les gens retenaient leur souffle, pas par peur, par fascination. Il y a quelque chose de profondément troublant pour le cerveau humain dans la vision d'un objet de 10 tonnes qui devrait tomber et qui ne tombe pas. Ça active le même mécanisme que les tours de magie, l'impossibilité perçue qui force l'attention totale. Si cette démonstration t'a déjà fait frissonner ne serait-ce qu'en imagination, un like aide d'autres passionnés à la découvrir. Et c'est exactement ce genre d'histoire que cette chaîne est là pour raconter. Mais revenons au pilote.
Parce que ce moment de lévitation apparente, techniquement extraordinaire, ne s'improvise pas. Il est le résultat de centaines d'heures d'entraînement sur un avion que ce pilote connaît comme d'autres connaissent leur propre corps. Et pourtant, même avec toute cette maîtrise, même avec toute cette préparation, il y a quelque chose que les pilotes de démonstration décrivent souvent comme une forme de vide dans la tête à cet instant précis. Pas une pensée, pas un calcul conscient. Juste l'avion, l'air et les mains qui font ce qu'elles savent faire. Les psychologues appellent ça le flow, cet état de performance absolue où la conscience analytique se tait et laisse le système expert prendre le relais. C'est le paradoxe de l'expertise poussé à son extrême. Plus tu es compétent, moins tu penses à ce que tu fais. La virtuosité, c'est l'oubli de soi dans l'action. Quand le Rafale a quitté la zone de démonstration, les applaudissements qui ont suivi n'avaient plus rien à voir avec la politesse de bienvenue du début. C'était quelque chose de différent, plus physique, plus spontané. Le genre de réaction qu'on ne décide pas, celle qui sort avant qu'on ait eu le temps d'y penser. Et dans les heures qui ont suivi, dans les espaces réservés aux professionnels, dans les conversations entre journalistes spécialisés et militaires étrangers, un mot revenait, pas impressionnant, pas bien, quelque chose de plus précis, inattendu. Et dans le monde de l'aviation militaire, être inattendu, réellement inattendu, c'est peut-être le compliment le plus rare qui soit. Ce que cette journée à Fairford a révélé, ce n'est pas seulement la valeur technique d'un avion de combat, c'est quelque chose de plus universel. La capacité d'un être humain à transformer la pression, le doute et l'attente d'une foule indifférente en carburant pour donner la meilleure performance de sa vie. Le pilote du Rafale ce jour-là n'avait pas le droit à l'erreur et c'est précisément pour ça qu'il n'en a pas fait. Il y a une leçon là-dedans qui dépasse largement l'aviation. Quand personne ne croit vraiment en toi, quand tu arrives en deuxième position dans l'ordre des priorités du public, quand les jeux semblent faits avant même que tu aies décollé, c'est dans ces moments-là qu'on découvre ce qu'on a vraiment dans le ventre. Et si cette histoire t'a appris quelque chose que tu ne savais pas hier, pas seulement sur le Rafale, mais sur ce que ça demande à un homme de porter la réputation de tout un programme sur ses épaules et de transformer cette pression en grâce, pense à laisser un like. C'est ce qui permet à ces récits de toucher ceux qui méritent de les entendre.